Bonjour et bienvenue sur Egide, je suis Quentin et aujourd'hui j'ai le plaisir d'être accompagné de Victor, notre expert Fire Slayer. Comment vas-tu? Ah wow. Ah wow. Expert Fire Slayer, c'est peut-être un grand mot, mais ravi de faire cette petite review. Mais on porte toujours les mêmes fringues, c'est incroyable, hein. Ah, salut. Donnez sur le Tipeee pour qu'on s'achète des fringues, messieurs, dames. C'est ça, et faite de coïncidences comme on dit. Fire Slayer. Alors, Fire Slayer, sur la B3 de manière générale, c'est toujours une armée qui a eu du mal à trouver un peu sa place parce que mobilité réduite, très très peu d'unités dans l'index et donc une façon de jouer qui ne permet pas, on va dire, la diversité. La créativité Voilà. restreinte, comme on l'appelle. Qu'est-ce que toi tu as vu, compris, senti, on va dire, avec cet index V4? Est-ce que tu as l'impression que ça va dans le bon sens? Bah écoute, toujours une mobilité de nain, hein, donc plutôt réduite. Ça, c'est. Moi, je commence la Fire Slayer récemment, donc expert avec gros guillemets. C'est une armée qui est très particulière à jouer parce que c'est plus une armée de position qu'une armée de tir, de X, de machin chouette. Parce que, en fait, à votre déploiement, vous avez peut-être perdu la partie si jamais vous avez fait n'importe quoi. Parce qu'en bougeant de 4, c'est très difficile à rattraper ce genre de choses. Vous n'avez pas de TP, vous n'avez pas ce genre de choses. Donc, faut avoir un plan de jeu dès le début et l'appliquer de façon assez méthodique. Donc, c'est très, très particulier. Très bien, je suis tout à fait d'accord avec toi. Par contre, c'est très tanky. Vous allez voir, il y a de très bonnes règles d'armée. Ça fait bien son job, en fait, en somme. Oui, c'est ça. Je pense que c'est une armée qui peut, en V4, avoir un peu de mal peut-être sur les tournois en solo, mais en équipe, peut complètement se justifier, trouver sa place. Ouais, alors aussi parce que ça dépend beaucoup du scénario. Vous avez des bonus qui sont conditionnés à est-ce que vous êtes dans votre territoire ou pas parfois. Et il y a des scénarios en solo où vous tombez dessus, vous n'êtes pas très content parce que la moitié de la carte c'est ou un no man's land ou le territoire adverse. Donc là, vous perdez un peu vos bonus pour rien. En équipe, comme on choisit sur où est-ce que vous jouez, c'est effectivement plus optimisé. Complètement. Allez, on va pouvoir plonger directement dans le dur, donc les règles, comment on joue les Battle. Donc les Battle 13, ce qui est intéressant, c'est que il ne s'applique pas en fait à un type d'unité, comme dans certaines armées, mais bien à l'entièreté de vos Fire Slayers, donc pour la composition de ces derniers. Vous allez en fait avoir ce qu'on appelle les Urgol runes, donc c'est le mot-clé que partagent toutes ces règles-là. Et donc, vous allez pouvoir en utiliser qu'une seule par tour, par turn. Donc, il va falloir. C'est une seule par round carrément même. Oui, par round, ouais. Oui, tout à fait. Parce qu'il s'applique sur tout le round. Et donc, il va falloir bien choisir laquelle utiliser à quel moment, parce que vous en avez 5. Et il y a 5 rounds dans le jeu. Haha. Trop bien. Tout à fait. Par contre, oui, ça ne dure que pour le round et ça ne dure pas pour dans le cas d'un double tour, par exemple. Ça, c'est important à se dire. C'est pas jusqu'à votre prochaine phase de héros, c'est juste pour le round. Complètement. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On en a une qui se fait, comment ça s'appelle? En phase noire. En phase noire, c'est ça. Donc, il va falloir décider quand vous l'activez au début du tour, est-ce que c'est le bon moment de l'activer ou pas. Donc, c'est le vôtre ou celui de votre adversaire. Et vous dit que pour le reste de la bataille, de ce tour, Battle Round, c'est chiant. Les unités Fire Slayer vont avoir frappe en premier quand elles sont en combat, quand elles ont été chargées par une unité ennemie. Ouais, c'est ça. Quand vous êtes au contact d'une unité que vous avez chargée, vous allez strike first. Donc, globalement, ça, vous allez le faire le moment où vous allez vous faire péter la gueule. Au tour adverse. C'est un peu... c'est ou au tour adverse ou alors si vous avez peur d'une très grosse contre-charge. Globalement, c'est plutôt au tour adverse quand le mec va vous double tour ou va jouer en premier et vous êtes juste devant lui, quoi. Parce que l'un des gameplays Fire Slayer, c'est quand même de se foutre sur les objets et d'attendre. C'est pas exactement ça, mais là, du coup, c'est plutôt utile dans ce genre de configuration. Oui, parce qu'en fait, la force de ça, c'est que votre adversaire va dire « Ok, je vais arriver, combattre là. » Et nous, vous dites « Ok, il a fait sa tactique de bataille. Vous savez où il va aller. » Et donc, ça, tu dis « Très bien, Coco. C'est moi qui frappe en pomme. » Oui, tu connais la tactique de bataille adverse avant ça.
Tu connais pas ses buffs, etc., mais tu connais déjà la tactique. Donc ça peut être pas mal. Et généralement, tu essayes de jouer assez paquet en Fire Slayer, ce qui fait que quand il te charge, il va t'activer. Le but, c'est qu'il t'active au moins 2 ou 3 unités à chaque fois qu'il te charge. C'est ça. Donc, très très bon bonus qui est extrêmement, pour jouer contre, compliqué quand on fait de tactique de bataille, parce que vous savez que c'est vraiment la merde. La deuxième, donc, qui se fait en n'importe quelle phase de héros, vous dit que quand vous allez l'activer, vos unités Fire Slayer vont avoir une ward à 5. Okay. Très fort, il n'y a rien à dire, c'est juste une fois par bataille. Donc, c'est ça. Aussi avec vous avez une ward à 5 une ward à 6 de série sur toutes les unités en Fire Slayer. Donc en gros, vous avez plus 1 à la ward. Ça augmente quand même beaucoup votre tankness parce que vous avez pas mal de PV, surtout sur vos packs d'infanterie. Et vous avez une très très mauvaise save. Donc en fait, ça vous rend relativement tanky. C'est pas non plus un mur, mais c'est toujours bon à prendre. La seule chose qui peut peut-être être délicate, c'est que si vous l'activez au tour adverse, ce dernier aura déjà fait sa phase de héros et donc potentiellement vous aurez déjà pris des sorts, des choses personnelles. Ouais, c'est vrai. Mais c'est aussi un bon moyen d'attendre de connaître vraiment le plan de jeu adverse avant de l'activer ou pas. Complètement. La suivante se fait en phase de tir. Alors celle-ci, elle est un peu plus anecdotique, mais elle peut débloquer quand même certaines situations. Vous allez choisir en fait n'importe quel ennemi à 10 pouces d'unité Fire Slayer, rouler fin des 3 et sur 2+, infliger autant de dégâts mortels à l'adversaire. Ouais, alors ça c'est que à votre phase de tir, donc c'est déjà moins impactant en termes de durée. Et j'ai pas encore réussi vraiment à trouver de moment charnière pour utiliser celle-là, parce qu'en fait ce que tu veux c'est le moment où tu as toute l'armée ennemie qui est au minimum à portée d'unité Fire Slayer. Ça va faire des petits dégâts, donc dans ce cas-là, est-ce que tu préfères pas juste avoir Fight First ou une Ward, c'est pas plus impactant, ou alors on a une autre rune qui est très très impactant au corps à corps, et donc en fait je pense que ça c'est plutôt une rune que tu vas faire en fin de partie, et du coup elle est moins efficace, donc c'est un peu compliqué à faire, mais je pense que c'est celle que tu fais quand tu sais pas quoi faire, quoi. Oui, je suis d'accord. Ensuite, on a une rune très forte qui est en phase de charge, à votre phase de charge. Et donc, vous allez pouvoir avoir course et charge sur votre armée. Cependant, non, pas de cependant. Non, rien, il n'y a pas de cependant. C'est une rune qui est très forte pour une armée qui bouge à 4, déjà. Quand on peut faire des armées à thème Magmadrot, c'est quand même une rune qui est vachement bien parce que vous avez les courses, vous bougez de 10, vous avez course en plus et la charge, donc ça c'est quand même vachement cool. Mais sur les unités qui bougent à 4, c'est quand même exceptionnel. Vous en avez beaucoup besoin pour arriver aux closes là où vous voulez. Globalement, vous chargez beaucoup mieux que ce que vous ne bougez. Donc en fait, ça vous donne accès à votre meilleure aptitude de mouvement, on peut dire. La charge. Voilà, c'est très bien. Faut faire attention parce que comme ça ne se fait qu'à votre phase de charge, après vous êtes un peu à poil en fait. Ça c'est vachement bien si vous jouez en deuxième et que vous voulez atteindre le corps à corps. Si vous jouez en premier et que vous êtes à portée, après sachez que le mec va jouer derrière et là vous n'avez pas de ward bonus, vous n'avez pas de fight first, donc vous n'avez rien aucune protection derrière. Donc c'est à manier avec délicatesse, quoi. Complètement, parce que comme on l'a expliqué très mal au début de la vidéo, vos runes, elles s'appliquent pour tout le battle round, le tour bataille, et dans un battle round, vous avez 2 tours, le vôtre qui est sur votre adversaire. Donc si vous êtes le premier joueur et que vous appliquez cette rune-là, vous allez pouvoir faire courir, charger toute votre armée, c'est exceptionnel. Cependant, si votre adversaire joue après vous, et normalement c'est le cas, notamment au tour 1, vous ne pourrez pas bénéficier de votre ward à 5, vous ne pourrez pas bénéficier du frappe en premier, de ces choses-là. Oui, vous n'avez le droit qu'à une seule rune par round. Vous ne pouvez pas les cumuler, vous ne pouvez pas en changer. Voilà, exactement. Donc, très fort, mais attention, ça peut déraper. Moi, je pense que vous allez avoir envie de l'utiliser au début du round 2, je pense, si le corps à corps n'a pas encore changé, n'a pas encore eu lieu, pour vraiment mettre toute l'armée au contact. Le problème, c'est que si vous ne faites pas assez de dégâts à cette phase de corps à corps,
derrière, le mec a toute votre armée à portée et il va pas se priver. Exactement. Et vous êtes sous la menace d'un double tour aussi derrière. En plus, ouais. Et du coup, la dernière, qui est très forte, qui vous dit que vos Fire Slayers bénéficieront en phase de combat, n'importe quelle phase de combat, de crit mortal. Donc, tous les 6 à la touche prennent des blessures mortelles par rapport aux dégâts de l'arme de la cible. C'est ça. Donc, ça, c'est exceptionnel. Vous en avez beaucoup besoin parce que vous avez quand même une reine, reine 1 en fait, sur toute l'armée. Vous n'avez pas beaucoup plus. Donc, c'est vraiment pour essayer les grosses saves pour vraiment le tour où vous allez tout dégommer. Globalement, vous allez l'utiliser que sur un tour parce que après, l'adversaire va ou se désengager complètement ou ne taper que ce qu'il est sûr de tuer de one shot et donc du coup, il va pas se prendre de représailles derrière. Mais en fait, ça, c'est la rune la plus importante de votre armée. Vous devez l'utiliser à un tour critique et vous ne devez pas vous rater dessus parce que vous allez faire très très mal à ce tour-ci, mais ça ne dure qu'un tour sur les 10. Quoi. C'est ça. Et donc, vous ne pourrez pas en bénéficier au tour où vous avez fait de course et charge, et ainsi de suite. C'est vraiment tous ces garde-fous qui rendent Fire Slayer très fort, mais très difficile à jouer. Il va vous faire plusieurs... Mais intéressant, du coup. Voilà, c'est ça qui est cool, c'est qu'en fait, malgré la pauvreté du nombre de War Scrolls, ce genre de choses, vous avez une certaine profondeur de jeu à maîtriser. Complètement. Donc voilà, vous avez bien chaté les Battle Trade. Faut jouer Fire Slayer, manger pour pouvoir bien maîtriser. Et bien maîtriser Fire Slayer, ça a vraiment un gros. Alors, les Battle Formations, vous en avez 4 comme tout le monde. Et là, bizarrement, il n'y a que des passifs. C'est marrant. Donc, la première sous-faction, on vous dit que vous avez +1 pour les jets de blessure pour les Fire Slayer infanterie. Donc, ça ne marchera pas sur le Magnet Drop. Quand elles ont chargé. Donc, +1 blesse quand on charge, c'est exceptionnel. Quand on n'a que des unités de combat au corps à corps, on a une petite unité d'archer, mais à part ça, c'est vraiment top. C'est très bien, ouais. Alors, attention, c'est un peu un bait, mais alors c'est très très bien, hein, bien sûr. Mais il faut bien avoir en tête, et ça, on ne l'a pas quand on lit le truc, c'est quand on joue qu'on s'en rend compte. Il faut bouger de 4. Donc, globalement, c'est vous qui allez vous faire charger et pas vous qui allez charger l'autre. Il faut bien avoir ça en tête, le mec vous voit venir. Donc, mais c'est un très très bon bonus. Et globalement, comme vous avez un gros tas de nains, il ne peut pas tout tuer ou tout engager ou tout bloquer. Donc, vous allez avoir des unités qui vont charger. Il ne faut pas vous dire à chaque fois que vous regardez votre unité, ah mais celle-là, elle aura plus un blesse de toute façon. Non, c'est pas vrai. Vous allez vous faire engager, vous allez vous faire enliser au corps à corps, à droite à gauche quand même. Et vu que vous n'avez pas retrait de charge, vous ne bénéficierez pas. Exactement. La deuxième qui est plus facile à jouer, qui vous dit que vous avez +1 sur les jets de sauvegarde pour les unités infanterie, donc une fois de pareil qui ne marche pas sur le même à droite, qui sont entièrement dans votre territoire. Donc, très très bon bonus. Le défaut, comme tu l'as déjà dit en présentation, c'est que vous avez des scénarios à géométrie variable. Et le territoire, des fois, c'est à moitié de la carte. Et des fois, le territoire, c'est 10%. C'est ça. Et en plus de ça, vous avez beaucoup d'unités qui sont en save à 6. Donc ça, c'est quand même pas très intéressant. Vous avez 2 unités, je crois, qui sont en save d'infanterie, qui sont en save à 5. Leur donner en plus un save, ça commence à les faire devenir relativement tanky. Donc en save à 5 +1, vous avez moyen de leur mettre des -1 pour blesser. Pour être blessé, vous avez 2 PV sur chaque tête à chaque fois. Ça commence à être correct, quoi. Complètement. La suivante. Et Ward à 5, bien sûr. Qui peut découler. La suivante vous dit que vous ajoutez 2 points de vie aux unités de caractéristiques pour une Madrot. Donc ça, c'est vraiment si vous jouez un full mag Madrot. Si vous en prenez que 1, voire 2, je suis pas sûr que ça justifie l'usage. C'est ça. C'est ça, c'est pour les joueurs qui veulent jouer à thème. Globalement, je pense pas que ce soit très très fort. Mais pourquoi pas. Là, je trouve que c'est peut-être un peu cher pour l'instant, les Magmadrots. Si ça descend en points, ça peut peut-être devenir vraiment intéressant. Vraiment jouable. Pour l'instant, je pense que c'est plutôt côté jouable / narratif. Mais sait-on jamais. En tout cas, c'est marrant à jouer, je pense. Exactement. Et la suivante vous dit que vous ajoutez 3 à l'OC des unités Fire Slayer quand elles sont héros. Et en plus, ils ne peuvent pas être dégradés. C'est ça, oui. Donc, vous avez 3 dossiers. Donc, vos Fire Slayer, mais en général, ont 2, donc passer à 5, voire plus pour certains, notamment les bannières. Et donc, vous avez des héros qui sont difficiles. Vous allez difficilement reprendre, en fait, contrôle des objectifs quand il y a un Fire Slayer héros sur un objectif. Et en plus de ça, vous ne pouvez pas, leur OC ne peut pas être modifié. Donc, les Duel Leader qui enlèvent de l'OC, ces choses-là ne s'appliqueront pas.
C'est ça, c'est pour rendre vraiment viable les builds où vous jouez que des petits héros nains, une bande de Warcry en fait de nains. Ça peut potentiellement pas être trop dégueu. Alors, il y a eu en V3, il y a eu des moments où ça se jouait, avec plein de petits héros. Jérémy Vessière notamment qui faisait ça, donc c'était le capitaine d'équipe américaine. C'était dans un contexte particulier parce que c'était la sous-saison où les petits héros combattants étaient à l'honneur. Et il y avait Gotrek aussi qui aidait pas mal. Donc c'est particulier, mais il y a un monde où c'est OK. En tout cas, alors de ce que j'ai pu lire comme témoignage, c'est extrêmement drôle à jouer. Donc moi, je vous invite à se tester. Au pire, vous prenez... c'est que des stocks de 32, donc au pire, vous prenez des Berserkers et des Runespace, vous dites, bah ça, c'est des Grimras, c'est des trucs comme ça, et personne ne voit la différence, et vous pouvez tester assez facilement. Et je vous encourage à le faire, apparemment, c'est très drôle. Parfait. En tout cas, si jamais vous ne savez pas quoi prendre, parce que le plus unsafe peut être situationnel, le plus bless si vous ne savez pas comment charger, même avoir 2-3 héros avec plus de stock, 3 dossiers, ça reste un bon bonus. Ouais, c'est sûr. Je pense que on a quand même 2 sous-factions fiables, on va dire, avec le plus bless quand tu charges et le plus un save dans ton territoire. Ça, c'est je pense des trucs que tu peux prendre si t'as pas trop d'idées. Je pense que de toute façon, c'est ce qu'on va prendre la majorité du temps. Après, il faut fouiller. Exactement. Alors, maintenant, on va passer sur les optimisations, donc très héroïque et artefact. Le premier très héroïque vous donne plus un charge pour les unités de Fire Slayer entièrement à 12 du porteur. Donc, c'est très très bien parce que, comme tu l'as dit, on est lent. Et le moment où on bouge le plus, c'est la charge. Donc, plus un de charge, c'est très bien. Il n'y a rien à dire à ce niveau. Si, ouais, peut-être qu'on on va avoir souvent des gros packs. On a que des stocks de 32, donc on va avoir des gros culs. Donc faire attention, les bulles, ça va pas être si facile que ça à respecter. Mais surtout, ce qui est bien, c'est que ça s'applique aussi à la contre-charge. Oui. Le suivant, du coup, en passif rouge, je vous dis que si cette unité est en combat avec un ennemi, elle a frappe en premier. Si l'unité ennemie a frappe en premier, vous gagnez frappe en premier aussi. Et si votre adversaire utilise attaque en règle, vous aurez plus un touche aussi. Mais bon. Ouais, c'est très situationnel, c'est compliqué à mettre en place. Oui, parce qu'en fait, c'est typique ce genre de bonus qu'on aimerait sur un héros combattant style Arcaron, tu vois, une machine de guerre. Mais vos héros à pied, même s'ils sont balèzes, c'est pas non plus des one-man army. Et les magmadrotes, même s'ils sont forts, c'est pas des one-man army non plus. Ouais, et puis en fait, c'est un bonus que tu aimerais coller sur une unité d'infanterie. Oui, c'est ça. Un gros truc dans un héros. En fait, t'as plus trop dans le jeu des très très gros héros qui peuvent vraiment tout arracher. C'est compliqué. Non. Et le dernier qui est exceptionnel. Et aussi, pardon, si tu as Strike First, mais que c'est le tour adverse, le mec tape quand même avant toi. Donc en fait. Oui, c'est ça. Le dernier, du coup, le troisième, c'est exceptionnel. Il vous dit que si votre porteur n'est pas un prêtre, il y a un prêtre plus d'un. Si c'est déjà un porteur, un prêtre, il y a prêtre plus un au chanting roll. Donc très très fort parce que vous n'avez pas de sorcier dans l'armée, donc vous avez besoin de prêtres. Vous pouvez donner prêtre à qui vous voulez. Vous avez des prêtres de niveau 2 qui vont avoir plus un enchantement, à la récitation, je veux dire. Donc vraiment, trop fort, il n'y a rien à dire. Ouais, c'est exceptionnel. Surtout parce que vous avez un prêtre de niveau 2. Donc vous pouvez fiabiliser vraiment tout le temps sa récitation de prière. Si tu n'avais pas de prêtre de niveau 2, je pense que tu l'utiliserais pour gagner un nouveau prêtre. Parce qu'un bonus de plus 1 sur une prière, c'est quand même moins intéressant. Moins impactant, mais du coup, c'est vraiment très très fort. Celui-là et celui d'au-dessus, c'est vraiment de très bons bonus. Complètement. D'ailleurs, il faudrait peut-être qu'on regarde assez rapidement le profil du prêtre de niveau 2, parce qu'il permet de synergiser avec les runes, donc peut-être pas le faire trop tard. Et on va le faire tout de suite pour que vous puissiez regarder ça. Donc, on va aller voir le magnifique Runemaster. Celui-là, il est sur Magmadrot. C'est pas celui-là. Oui, c'est pas celui-là. Ouais. Et donc, lui, en fait, c'est le prêtre de niveau 2 qui, en fait, à chaque fois qu'il va lancer une prière, donc on va voir les prières aussi après, gagne un token.
vous les mettez sur le côté, vous pouvez monter de manière illimitée, techniquement, et vous allez les utiliser pour crit vos runes. Donc vous les utilisez au moment où vous dites je prends cette rune-là, et vous dépensez 3 points et vous pouvez crit la rune. Donc techniquement, si vous voulez pas crit vos runes au début, vous pouvez vous faire une réserve de 5-6 points, ça vous fera, et vous dépensez pas tout. C'est pas comme quand on stack les points de prière pour crit votre prière pour avoir un effet bonus, et vous perdez tout quand vous le faites. Non, là, vous gardez quand même vos tokens, une partie de vos tokens. Et donc, en fait, il y a certaines runes qui vont avoir un bonus très intéressant. Et donc, vous allez vraiment vouloir jouer ce mec-là, parce que déjà, il va vous balancer vos prières. C'est comme un sorcier niveau 2, en fait. C'est tellement plus synergisant. Et donc, vous allez pouvoir le renforcer avec le trait héroïque qu'on vient de voir. Si vous êtes à côté d'un Place of Power, vous allez encore pouvoir lui donner +1. Et là, on va voir qu'il y a aussi la forge, qu'on verra plus tard, qui peut donner encore +1 à un prêtre. En fait, le mec peut être en +3 de récitation de prière. Donc, en fait, toutes vos prières passent sur du 2. Et en fait, donc, vous allez voir, vous n'allez pas vouloir crit les prières, faire des 8+, avec ce mec. Vous allez vouloir en faire le plus possible pour avoir vos tokens. Donc, par exemple, pour la rune de furie, donc c'est celle qui fait que vous avez strike first quand vous faites charger. Si vous bénéficiez de l'effet strike first, donc si vous êtes en contact avec l'unité que vous avez chargé, vous avez également +1 bless. Donc ça, c'est vachement bien parce que c'est l'effet de la sous-faction que vous avez en charge. Du coup, vous l'avez aussi même quand vous êtes, on va dire, à l'arrêt et vous êtes fait charger. Ça, c'est plutôt bon à prendre. La deuxième, donc, c'est quand vous avez plus ward à 5, vous avez également +1 save. Donc ça devient vraiment très intéressant dans la sous-faction où vous avez +1 save quand vous êtes dans votre territoire, parce que là, vous êtes en save à 5 +2 de save. Et on va voir qu'après, il y a aussi une prière que si vous la crit, vous allez déprécier la reine de 1 sur une unité alliée. Là, vous allez commencer à être vraiment extrêmement tanky. Ensuite, quand vous avez course et charge, vous allez avoir +1 course, +1 charge. Alors celle-là, elle fonctionne pas très bien parce que vous déclarez votre rune course et charge à la phase de charge. Donc, ce sera sûrement corrigé, mais là, du coup, quand vous allez crit votre rune, vous n'allez pas bénéficier du +1 course, +1 charge que vous donne le crit. Vous allez bénéficier que du +1 de charge. Mais du coup, ça veut dire aussi que si vous la crit et en plus vous êtes autour du héros à qui vous avez mis le +1 charge en bulle, vous passez en +2 de charge. Ça commence à devenir vraiment très, très fiable et un vrai beau bonus. Quand vous avez la rune crit mortal, vous allez gagner +1 de rend. Donc là, par contre, ça, c'est la rune que vous voulez crit absolument. Parce que c'est le moment où vous voulez tout éclater. +1 de rend, c'est forcément une aide, une béquille dont vous avez besoin. Et après, vous avez la dernière rune qui est plus anecdotique où vous augmentez la portée, en gros, de les blessures mortelles. Ouais, c'est ça. Donc, vous avez 3 voire 4 runes que vous voulez crit. Donc, dans les bonus vous intéressent. +1 de save, c'est toujours bon, mais c'est exceptionnel dans une certaine sous-faction. +1 bless, c'est très bon quand vous faites charger parce que vous allez vraiment pouvoir diminuer la létalité adverse avant qu'il vous tape. Et +1 de reine quand vous avez crit mortal, ça c'est essentiel. Donc en fait, ce mec-là, vous l'aurez dans toutes vos listes. Complètement. Parce qu'il magnifie aussi en fait vos traits de bataille. Et les traits de bataille, c'est la colonne vertébrale de votre armée. Donc on est très content qu'il soit près de 2 et qu'il va pouvoir bénéficier du coup de l'artefact qu'on a vu ensemble, du Stretco, je veux dire. C'est ça. +1 récitation de prière. Voilà. Et donc du coup, vous le mettez à côté de la forge. De la forge, à côté d'un lieu de pouvoir. Alors ça, c'est pas toujours possible, hein, bien sûr. Et du coup, vous avez toutes vos prières qui passent sur du 2, même les plus difficiles, et même quand vous payez votre PC en phase adverse, quoi. Ça devient très fiable. Ouais, c'est super fort et c'est ce qui fait la force de Fyreslayer. Et en fait, quand vous allez jouer Fyreslayer, vous avez besoin de ça. Ça peut pas être trop fort, mais en fait, sans ça, le BT ne fonctionne pas aussi bien qu'il devrait, et heureusement que c'est pour les artefacts, donc on en a 3. Le premier se fait en face de héros ennemis, une fois par bataille, et vous dit que vous allez prendre une unité infanterie. Vous dit que les unités infanterie ne peuvent pas être ciblées par les attaques de tir quand elles sont entièrement à 12 du porteur. C'est ça. Donc ça, c'est très bien.
Ça, vous jouez contre. Alors ça, c'est très bien tout le temps en fait. C'est très bien en équipe parce que du coup, les listes de tir ennemis vont avoir moins envie de vous jouer, donc ils vont moins vous envoyer ce genre de choses. C'est très bon en solo parce que vous tombez contre une liste de tir. Si vous avez moins de pauses que le mec, vous commencez, vous avancez sur les objets. Donc attention, c'est à la phase de héros qu'il faut le dire. Donc le mec peut quand même se prémunir un peu, ou en tout cas jouer son tour en sachant ce qui va se passer. Mais c'est jusqu'à votre prochain tour. Donc en fait, si jamais vous faites double tour, le mec pendant 2 tours peut pas tirer sur vos unités. Et en fait, ça c'est trop fort. Oui, c'est situationnel, mais en effet, toutes les armées qui ont des Death Star ou des choses comme ça, vous pouvez protéger tous vos héros. Vous savez qu'ils ne mourront pas au tir ce tour-ci. Sachant que ça se fait en phase de héros ennemi. Donc, une fois qu'il a choisi sa tactique, une fois qu'il a fait ses sorts et tout, là, vous pouvez tout à fait dire, si c'est tuer un héros, tu les verras pas. Donc, c'est ça, par exemple. Alors, tuer un héros, je crois que c'est avec des attaques de mêlée. La tactique, je veux dire. Mais oui, en fait, vous avez une save à 6. Donc, même sous l'effet de votre ward à 5, vous êtes quand même assez sensible au tir. Vous allez prendre relativement beaucoup de dégâts avec ça. Et du coup, ça vous fait gagner au moins 1 tour ou 2 tours de présence sur les objets, quoi. Complètement. Non, vraiment, c'est un très très bon artefact, même s'il est situationnel. On part du principe que le tir est moins fort, mais en fait, le tir est toujours bon parce que vous avez une armée qui vont avoir des archers qui sont là juste pour péter des écrans. Et même là, l'écran, s'il est bien dans la vue entièrement à 12, il ne peut pas être pété, et ainsi de suite. Donc, non, c'est fort. Le suivant vous dit que vous aurez +1 pour toucher pour les attaques de compagnons utilisées par les Fire Slayers entièrement à 12 du porteur. Donc là, on comprend tout de suite que c'est pour un gameplay Magma Drot. Peut-être qu'à l'avenir, il y aura d'autres unités de cavalerie. Là, il n'y en a pas. Donc, après, pas forcément dans la sous-faction des Magma Drot. Si vous en jouez 1, voire 2, parce qu'il y a 2 héros sur Magma Drot qui peuvent être au minimum intéressants. Et en fait, les Magma Drot, c'est des monstres, donc ça touche à 4. Et vous n'avez pas envie de foutre votre all-in attack sur les Magma Drot. Ça fait pas assez de dégâts, c'est pas assez impactant. Avoir ça fait que vous êtes sûr que les 2 ils touchent à 3 et qui font relativement leur boulot, quoi. Complètement. Et le suivant vous dit une fois par bataille, c'est pas un passif, c'est à n'importe quelle phase de combat, vous ajoutez 3 au nombre d'attaques du porteur pour le reste de combat, quoi. Le souci, une fois de plus, c'est que voilà, vous n'avez pas de super dieu de la mort. C'est bon pour les héros que vous arrivez à faire taper 2 fois. On verra qu'il y a une prière pour faire taper 2 fois un héros. C'est bon. Il y a les Grimras Berserker qui tapent 2 fois, 1 fois par bataille. Alors, c'est toujours avec un effet de Fight Last. Donc, c'est intéressant. Moi, je trouve le Runephaser avec sa grosse clé, là, tu peux le mettre sur un Runephaser sur Magma Drot en soi. C'est pas pour un héros infanterie. Non. Alors, le Magma Drot n'a pas le +3 attaques, on est d'accord. Mais c'est quand même un Runephaser qui a des attaques dégâts 3. Alors moi je pense que du coup tu prends à pied, tu mets la prière, tu tapes 2 fois et ça peut pas rigoler. Le problème c'est que c'est des héros qui ont peu d'attaques, qui ont 5 PV, donc c'est vite compliqué. Ouais, c'est pas un plan de jeu. Allez, on va pouvoir passer aux prières. Donc par chance, toutes nos prières sont sur du 4. On a des prêtres du niveau 2 qu'on a déjà vu. On a +1 donc sur du 3. On a +1 à côté de la forge qu'on verra juste après sur du 2. Donc, on est très, très stable en prière chez Fire Slayer, heureusement, parce que vu qu'on n'a pas de sorcier, il faut bien qu'on puisse compenser d'une certaine manière. Donc, la première qui est en illimité, vous dites choisir une unité comme visible Fire Slayer entièrement à 12 du porteur, et du coup, -1 sur les jets de blessure qui cible cette unité jusqu'au début de votre prochaine phase. Donc, si vous le faites à votre tour et au tour adverse, vous pouvez avoir 2, voire 3, parce qu'elle est en illimité, unité avec -1 bless, donc c'est un des meilleurs debuffs du jeu. Et si vous faites 8+, en plus, vous réduisez de 1 la pénétration d'armure des attaques qui ciblent cette unité, donc c'est vraiment très fort. C'est ça, c'est une exceptionnelle prière Unlimited. C'est une des seules prières du jeu qui vaut le coup de se faire crit, parce que vous avez et la possibilité et c'est un bon effet. Donc c'est vraiment très bien. Imaginez, en fait, vous pouvez avoir un pack de Vulkit donc qui est en Seva 5 dans son territoire, Seva 4,
avec le crit de la ward à 5, donc c'est à 3. Avec ça, déprécie la perforation de 1. Ça commence vraiment à être impossible à sortir, quoi. Ah ouais, c'est vraiment. La suivante, vous venez du coup de prendre une unité Fire Slayer infanterie héros. Attention, le mot héros est important. Vous ne pouvez pas le faire sur n'importe qui. Non, je vois pas qui le ferait de toute façon. Moi non plus, on lit au bout les phrases. La cible peut utiliser 2 fois la Fight Ability ce tour-ci, mais il y aura un frappe en dernier. Et si vous faites un 8+, vous avez +1 sur les jets de blessure de la cible. Anecdotique. C'est plutôt anecdotique. Ça peut. En fait, ça peut être bien sur certains héros, genre le Rune Phaser. Et en fait, comme on l'a dit, avec ton Rune Master, parfois tu vas vouloir en jouer 2 carrément pour fiabiliser, être sûr que tu peux tout le temps cliquer ta rune. Et en fait, tu vas tomber à court de prières à balancer. Et donc, lancer ça sur un Rune Phaser, tu vas le faire taper 2 fois ou pas, mais c'est pas grave, c'est une menace. Ou alors sur tes Grimras Berserker qui ont déjà utilisé leur aptitude une fois par bataille de taper 2 fois, pour retaper 2 fois, au moins c'est un truc à lancer, quoi. C'est ça. C'est un peu le problème qu'ont les armées, genre Luminate, Cinch et tout, quand tu as 3 sorts dans ton domaine où c'est à fond et que tu as genre des sorciers qui peuvent lancer 7 ou 8 sorts par tour. Il y a un moment, tu commences à cliquer, quoi. C'est sûr. Et par contre, tu la crit jamais, je pense. Non, je pense pas. Et la suivante te dit de prendre une unité Magma Drot entièrement à 12 du lanceur, du réciteur. Pour le reste du tour, les Battle Damage Ability, donc en fait, c'est la capacité qui va réduire, nerfer la force de votre unité, ne s'appliquera pas. Oui, c'est ça. S'il prend des dégâts, il perd pas d'attaque. Voilà, c'est ça. Et en plus de ça, vous avez +1 aux attaques caractéristiques des Companion Weapon. Et sur le plus, tu as +1 attaque par tranche de 4 PV. Mais qu'on comprend que c'est une prière qu'on veut lancer sur un Magma Drot qui est blessé pour empêcher qu'il ait pris trop de d'attaque. Et sur un 8+, plus il est blessé, plus il tape fort. Le problème, c'est que les maximum, tu vas gagner 3 PV. 3 attaques. Voilà, le problème, c'est que les Magma Drot, on aurait aimé qu'ils passent à 20 PV, mais c'est pas le cas. Non. Et celle-là, après, tu vas gagner. Non, je pense que tu vas pas l'avoir très souvent. Elle est compliquée à mettre en place. Après, je pense que quand tu as un build Magma Drot, tu lances ça tout le temps. Ouais, mais pas en illimité, donc. Oui, non, mais celle-là, tu vas la lancer, quoi. Et c'est des attaques qui sont quand même dégâts 2 et dégâts 3, donc peut-être que. Ouais, non, c'est intéressant, mais c'est. Je vais lancer quelques dégâts. Voilà, je trouve que on aurait préféré, limite, pour ces charges, sur le Magma Drot et sur un 8+, plus une attaque, tu vois, ou 2 attaques. Là, on te dit, il faut qu'il ait pris des dégâts, il faut qu'il ait ça. Bon, ils sont gentils, Games, mais ils nous cassent les couilles. Surtout que c'est Magma Drot, c'est donc dans la sous-faction 16 PV, sinon c'est 14, save à 4, voire à 6. Ça tombe quand même facilement. Oui, c'est ce que je dis. Alors maintenant, nous allons accéder au Manifestation Lore. Donc le Manifestation Lore est très très bon parce que c'est sur du 4 sauf l'Inferno Molten sur du 6, mais vous avez vu, on a des gros bonus, donc on va facilement les lancer. Pas de problème de ce côté-là. Donc elles ont tous le même setup, c'est entièrement à 12 du porteur, et quand elles ont du mouvement, à plus de 9 de l'adversaire, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on a? Donc le Molten qui se lance sur du 6, 10 points de vie, save à 5, donc c'est quand même un beau bébé en ward à 6. Un peu de tir avec 2 attaques 4-3, moins 2 D3 shooting combat, ça permet de gratter du cheap dégâts. Et au corps à corps, 6 attaques 4-2, moins 1 D3, crit mortel, donc pareil, ça peut faire quelques blagues, surtout c'est un gros cul, donc vous pouvez bloquer facilement des tactiques à vos adversaires, parce que vous les invoquez de manière extrêmement fiable, même au tour adverse. Et elle se paye le luxe d'avoir, moins 1 sur les jets de blessure pour les attaques qui la ciblent. En gros, non, parce que sur les attaques qui la cible, c'est genre, en gros, si tu as fait des dégâts à une unité, elle a moins 1 bless. À la fin du tour, tu lui appliques moins 1 bless, et ça, c'est jusqu'à la prochaine fois que tu joues, je crois, à la fin de ton prochain tour. Donc, c'est quand même pendant longtemps. Donc, ça, c'est vachement bien. En fait, le problème, c'est que ça se lance sur du 6, quoi. 6, c'est vraiment beaucoup.
même avec tes bonus de fou furieux, parce que tu ne vas pas avoir toute la partie, parce que tu vas pas rester à côté de ta forge et du lieu de pouvoir toute la partie. Et c'est dommage parce que tu as envie de l'invoquer pour, comme il a du mouvement, il repousse les FEP pour je sais pas, juste aller emmerder l'adversaire, mais ça se lance vraiment sur un jet de récitation très difficile à aller chercher. C'est ça. Dommage. Mais bon, quand vous y arriverez, c'est un bon... Après, t'es content, ouais, effectivement. Le War Firewall. Donc, le Firewall n'a pas de mouvement, donc on a vu le setup avant. Lui, je le trouve très très bon parce que déjà, il est en save à 3 et je crois qu'il n'y a aucune manifestation dans le BT, dans tous les index qui sont en save à 3 des mois. J'ai vu de la save à 4, mais pas de la save à 3. Donc, la palissade, je sais pas. Là la palissade non, save à 4, je crois, ou save à 5. Ah ouais. Il est fragile. Du coup, 8 PV en save à 3, et donc on va vous dire qu'à la phase de mouvement ennemi seulement, vous allez pouvoir choisir 3 ennemis à 6 pouces de cette manifestation sur un 2 plus un D3, faire autant de blessures mortelles, mais surtout pour retirer de l'OC à l'adversaire. Est-ce que c'est fort de retirer de l'OC à l'adversaire? Actuellement, non, parce qu'on table rase des gens, mais la longue galette qu'a cette manifestation et on va dire la résistance qu'elle propose, vous permet quand même des gros tricks de jeu. Ouais, alors 2 problèmes à ça, mais sinon c'est une bonne prière. Je pense que faut pas la lancer trop tôt. Faut la lancer assez tard quand le combat a bien commencé pour vraiment bloquer l'adversaire, l'emmerder dans tous les sens. Vous pouvez le foutre au contact carrément de l'adversaire, donc il va avoir du mal à s'en dépêtrer. Attention par contre, ça lui donne facilement la tactique s'activer 2 fois, avoir 2 aptitudes de combat, parce que ça lui fera 0 dégâts ça. Et attention, vous ne pouvez pas banish vos propres manifestations pour le moment. C'est une fac de games qui est sortie, ils vont sûrement la préciser, mais pour l'instant c'est pas encore le cas. Donc une fois que vous l'avez foutu, si vous l'avez mal placé, que ça gêne pas assez votre adversaire, il va bien vous laisser avec et ça va plus vous gêner vous que lui. Donc même si vous pouvez la traverser, vous pouvez pas finir dedans, et ça a effectivement un plutôt gros radius. Donc faites gaffe, c'est du positionnement, c'est tout Fire Slayer ça, mais ça peut être intéressant. Vous pouvez la lancer au pire pour essayer de stacker en tout cas vos points, ou pour vous donner des tokens pour vos Runemaster, mais c'est quelque chose qu'il faut placer avec parcimonie. Exact. Parcimonie, ça. Et la dernière, donc celle qu'on aime bien, le Shrapnel, là, le Flame Peter. Pourquoi est-ce qu'on l'aime bien? Parce qu'en fait, il a une portée de tir de 18. Donc, ça fait partie des meilleurs archers du jeu. 8 attaques, 4-3-1, crit to hit. Et il se paye le luxe d'être meilleur plus il y a de mecs dans l'unité. Donc, quand il y a 10 mecs, 10 modèles dans l'unité, tu as plus un touche. Et quand tu as 15 mecs, tu as plus un touche, plus un bless. Donc, ça va pas table rase à votre adversaire, mais vous l'invoquez, ça fait du chic dégâts, ça peut tuer des archers parce que vous tirez à 18, ça peut tuer un petit héros si jamais il n'est pas bodyguard et ainsi de suite. C'est une bonne PS. C'est bien. C'est très bien pour le rôle que ça a, parce qu'en gros, ça vous permet encore une fois de faire monter vos tokens de prière. Donc ça, c'est en fait ça vous le lancez, vous l'utilisez tout de suite en fait. Donc c'est rentable assez vite. L'adversaire va jamais sacrifier un sort ou des dégâts pour le tuer. Donc en fait, ça va tirer toute la partie. Et puis vous voulez votre adversaire le tue, parce qu'en fait, si vous le tue, vous allez pouvoir le réinvoquer, donc des points de token en plus et ainsi de suite. Ouais, c'est ça. Franchement, c'est pas l'unité du truc, mais son rôle est très bien défini et il le remplit très bien. Tout à fait. Et ça se lance sur du 4, donc relativement facilement. Tout à fait. La Forge. Donc, la Forge est exceptionnelle. 8 PV, save à 3, cover, impassable, obscuring. Donc, vous pouvez vraiment douiller votre adversaire avec le positionnement de la Forge pour pouvoir bloquer des lignes. Globalement, vous mettez vos petits héros derrière, et même s'il a snipe, etc., il ne peut pas les toucher. Exactement. Qu'est-ce qu'elle nous fait de beau? Déjà, elle nous donne en passif Start of Any Turn. Donc, par contre, il faut bien penser quand vous jouez à le déclarer. Parce que si vous ne le déclarez pas, votre adversaire peut vous dire non, tu n'as pas déclaré, tu n'as pas ton bonus, parce qu'il faut le faire à tous les tours. Unité prête, et du coup, vous avez plus 1 sur les chanting rolls, et en plus, il peut dissiper comme s'il était un sorcier. Donc, comme on l'a vu, c'est exceptionnel.
Et vous avez un truc once par battle, en votre phase de héros seulement, vous pouvez vider la forge et si vous le faites, vous soignez tous vos Fire Slayers de D3. C'est ça. En fait, c'est de la merde, mais en fait, vous allez le faire quand vous allez vous barrer de la forge. Parce qu'à un moment, vous allez avancer. Et le bonus que vous avez avec la forge se fait en portée d'engagement de corps à corps, donc à 3 pouces. À un moment, vous allez vous barrer de toute façon, donc autant la cramer court. C'est ça. Mais elle est très bien, la forge. Elle vous protège du tir. Elle vous permet d'avoir un minimum de contre-magie parce que c'est, je pense, l'une des faiblesses actuelles de Fire Slayer, c'est que les manifestations sont extrêmement fortes dans le jeu, avec les grosses factions de sorciers, Nagash, Teclis, Kéros. Et vous avez très peu d'impact contre ça. Ça vous donne un minimum de réponse. Exactement. Donc, on est content de l'avoir. Alors, maintenant, on va rentrer dans les War Scrolls. Donc, on va commencer avec Lorik Runephaser sur Magmadroth, qui va être mis en compétition avec Lorik Runeson sur Magmadroth et le Runesmeter sur Magmadroth. C'est les 3 Magmadroth qu'on a. Ils ont tous les 3 des fonctions différentes, mais à peu près le même body. 14 PV, save à 4 et Ward à 6. On en a un qui est prêt. Et 10 de move. 10 de move. Et ce qui est important, finalement, dans une armée où tu bouges de 4, 10 de move, c'est quand même pas mal. Complètement. Lequel tu préfères, lequel tu penses sera le plus joué par rapport au profil qu'on a sous les yeux? Alors, tous les jours, le Runephaser. Parce qu'en fait, globalement, ils tapent tous à peu près OK, mais le Runephaser tape légèrement plus fort avec sa petite clé, là, avec sa Keyblade. Mais c'est pas pour ça que tu le prends. Tu prends parce que déjà, il a un gros socle, donc les buffs qu'il peut donner sont mieux répartis, en gros, que si c'était un petit perso sur un socle de 32. Alors, il est peut-être un peu cher, mais son Rampage, qui donne moins un save sur un 3+, bah, c'est exceptionnel. C'est très très bien. Tu n'as que de la reine -1 pratiquement en Fire Slayer, donc avoir plus un de reine sur l'unité que tu veux, c'est le bonus dont tu as besoin. Ça peut passer en reine -3 tes packs une fois par bataille grâce au crit de la rune. Donc ça c'est très 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 bien, même si c'est sur un 3+, malheureusement. Et une fois par bataille, toutes les unités entièrement à 12 de lui ont plus une attaque. Pareil, c'est le tour où tu as besoin de faire du dégât, bah c'est parti, en avant. Donc ça c'est très bien. Après ça règle où à chaque fois qu'il fait des 1 à la save, il renvoie une BM à l'unité qui l'a tapé. C'est assez anecdotique. Oui, bah ça c'est tous les, comment ça s'appelle, les Magmadroth qui l'ont. Ouais, et globalement, tu le prends aussi parce que bah, il bouge de 10. Et en fait, dans une armée qui bouge de 4, parfois tu as besoin de, par exemple, pour prendre le centre, d'être sûr que tu peux atteindre le centre. Ce qui n'est pas le cas, en fait, sinon. Voilà, après, la faiblesse de ce truc, c'est qu'il a que 14 PV, save à 4. Moi, j'ai déjà joué contre une armée de tir. Et même avec. Et en fait, l'artefact qui te fait que tu ne peux pas être tiré dessus, ça s'applique qu'à l'infanterie, donc pas à lui. Et j'ai eu beau le mettre en +1 de save, blessé sur du 6, des trucs comme ça, il est mort en un tour. C'est le problème contre les grosses armées de tir. À part ça, sinon, il a que des avantages. En gros, les adversaires ne vont pouvoir tirer que sur lui la plupart du temps. Et en plus de ça, il est War Master. Donc, du coup, il sera forcément ton général. Donc, du coup, les unités de tir ennemies qui sont dans la garde d'honneur auront +1 touche, +1 blesse sur lui. Donc, il va descendre assez vite, malheureusement. Ouais, c'est juste qui est dommage, c'est que les Magmadroth, je sais pas pourquoi, ils arrivent pas, Games, à en faire en sorte que ça soit, on va dire, assez résistant pour faire le job. Et il a 14 points de vie, save à 4, même pas de ward à 5, la ward à 6. Alors ouais, tu pourras avoir la ward à 5 une fois par bataille. Oui, mais par contre, les Earthguard Berserker donnent ward à 5 aux héros qui sont à 3 pouces, mais seulement les héros infanterie. Donc eux n'en bénéficient pas. Ouais, c'est le petit truc dommage. Franchement, 350 points pour 14 points de vie, c'est vraiment cher. Hein. Oh, bah, tu le prends pour la synergie qu'il apporte. Tu le prends pour le -1 save qu'il peut apporter surtout. Et le +1 attaque en bulle. Parce que c'est des trucs parfois dont tu as besoin, en fait. Même si tu le payes cher, c'est nécessaire. Complètement.
Pour faire rapide, le Runson, donc lui, il a à peu près le même. Il a des règles un peu ratées, un peu à la Voilà. con. C'est un anti-monstre, mais qui va pas taper assez fort. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est un profil pour les monstres, mais il tape pas assez fort. Et le Runesmith qui lui est prêtre, le souci, c'est qu'il est que prêtre de niveau 1 comparé à l'autre. Et il va se payer l'use de donner plus un bless. Entièrement à 12 au Fire Slayer, mais c'est sur un 3+, donc vous allez rater sur vos 5 parties une ou deux fois, et donc, si c'est la fois où ça compte, c'est chiant. Exactement. Donc, on aurait peut-être fait que ça soit une fois par partie, ou j'en sais rien, mais... C'est ça. Mais si tu prends... si tu prends un deuxième magma droite dans ton armée, c'est celui-là, je pense. Complètement. Ensuite, on va avoir du coup les tirs rapide. Donc, nous avons... Et ça, il y en a une chier. Ouais, le Runeson, le Runesmeter, le Runemaster qu'on a déjà vu, le Battlesmith, et le Grimdrag Berserker, et le Flamekeeper. Et encore, et le Doomseeker. Et là, vraiment, il y en a pas qui. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on va prendre ces tyros plus que d'autres? Déjà, on a vu ensemble qu'on allait toujours prendre le Runemaster parce qu'il est près de niveau 2 et il fait crit no rune. Qu'est-ce que tu t'en prends un de base. Est-ce que t'en prends... En fait, il est cher quand même. Il a 190 points. C'est pas rien. T'as vraiment envie d'en prendre... Alors, t'es obligé d'en prendre un. Et moi, j'ai vraiment envie d'en prendre deux. Parce qu'en fait, alors, il y a plusieurs choses à faire. Mais donc, non seulement, il va ça va fiabiliser le fait que tu puisses crit la rune au bon moment, même s'il y a eu un drame. Genre, si tu fais un 1, bah, tu réussis pas ta prière. Donc, tu prends du retard, en fait, sur ton farm de token. Avec deux prêtres, même s'il y en a un qui n'a pas les bonus, tu fiabilises un peu ça. Ensuite, tu peux beaucoup plus tenter de balancer tes manifestations, notamment par exemple l'inferno, parce que tu sais que tu as de la marge en fait. C'est pas grave si tu la rates. Tu vois. Et aussi, en fait, tu vas devoir sacrifier, je pense, dans la partie, des récitations de prière pour banish des manifestations adverses. Et bah, faut pouvoir avoir le luxe de pouvoir le faire. Et en fait, c'est avec un deuxième Rune Master que tu peux le faire. Complètement. Alors, maintenant qu'on a pris nos une ou deux Rune Master, on les accompagne de quoi? Quelles sont? Alors, je pense que le Runesmeter, donc l'autre prêtre qui se FEP, est très intéressant, si ce n'est essentiel, parce qu'en fait, il te donne une FEP, donc il prend une unité qui est dans son bataillon de construction de liste, il l'emmène avec lui en FEP, et ils arrivent en phase de héros. Donc déjà, ils arrivent en phase de héros, ce qui fait que lui peut lancer sa prière, donc ce qui est vachement bien, tu perds pas sa prière. Et en fait, dans une armée qui bouge de 4, avoir une FEP, c'est quand même assez essentiel pour faire tout ce qui est tactique. Donc je pense à prendre le décor adverse, et après, éventuellement, avec lui, tu peux le faire courir pour commencer à peut-être envisager de faire les bords courts, ce qui n'est pas garanti, mais à part avec ça, je vois pas d'autre façon de le faire. Ça permet de rechoper des objets, ça permet d'être beaucoup plus agressif aussi si jamais tu veux avoir ce genre de plan de jeu. Parce que tu ramènes un gros pack avec lui, tu arrives juste à côté du mec de 2 unités pour pas te faire redeploy dans le vent. Tu mets la prière -1 bless et c'est parti et tu tentes ta charge à 9 quoi. Donc je pense qu'il est très intéressant. Tout à fait. Est-ce qu'il y a un autre héros qui t'intéresse dans cette... Ouais, il y a le Flamekeeper. Alors c'est un peu un problème ce héros, parce que en fait il a un buff à donner. Comment vous le déclenchez? Vous lancez un dé, et si vous avez fait autant ou moins que le nombre d'unités Fire Slayer que vous avez perdu, c'est Fire Slayer seulement, donc les alliés, les régiments de renom, etc. ne fonctionnent pas. Vous pouvez donner un buff à une unité qui est entièrement à 12, qui est ou Ward à 5, ou plus 2 en charge, ou plus 1 dégât. Et en fait, plus 1 dégât, c'est le buff le plus fort du jeu. Donc certes, c'est compliqué à aller chercher. C'est vraiment très difficile. Mais je suspecte que tu auras besoin d'aller le chercher à terme. Pour l'instant, peut-être que l'addition des coûts en points, etc., fait que pour l'instant, c'est trop cher, tu n'as pas la place de le faire. Mais ça fait envie quand même. Et donc, je pense que si tu le joues, moi j'ai très envie de le jouer, tu vois. Mais je l'ai déjà testé, c'est très compliqué à faire, donc je pense qu'en plus ça demande de l'entraînement pour réussir à le faire.
Parce que tu dis ça à ton adversaire, il dit ok, pas de souci, t'inquiète que je vais rien te tuer, je vais faire que des dégâts un peu partout et je vais te bloquer, mais je te laisserai pas faire ce buff. Tu vois. Non, puis même le deuxième défaut avec ça, c'est que si tu veux vraiment, entre guillemets, commencer à être stable, il faut que tes 3 unités Fire Slayer soient mortes. 4, ouais. Ouais, 4 pour être vraiment stable. Et en fait, le mec, soit t'as plus d'armée, parce qu'en fait, il n'y a plus grand chose sur table, soit le gars, il va te le chercher, tu vois. C'est 5 lui, c'est 5. Du coup, c'est pour ça, je pense que lui, ce héros-là, tu le joues en corrélation avec d'autres héros qui s'appellent les Grimras Berserker. Donc, ils sont juste après, je crois. Ou juste avant. Alors. Ouais. Donc, eux, c'est des héros qui vont, une fois par bataille, taper 2 fois avec un Fight Last. Ça tape correctement parce que c'est quand même 5 attaques en Ren-2 dégâts 2. Donc, ça, 2 fois, c'est quand même vachement bien. Et en plus, ils ont donc un effet que tu fais à la phase de déploiement, c'est ils ont un serment, en gros. Donc, où ils donnent, ils gagnent plus un touche, plus un ward. Donc, ils sont entièrement à 6 d'un héros ennemi et qu'un héros ennemi n'est pas un héros ami, pardon. Et qu'un héros ami n'est pas mort. Et en fait, je pense que tu les prends avec ce vœu-là et tu les joues par pack de 2. Parce qu'en gros, les autres Grimras Berserker sont des héros aussi. Et en fait, du coup, tu les joues par petites troupes de 2 qui font relativement pas mal de dégâts, qui coûtent assez peu cher, on va dire, par rapport au reste de tes unités, et qui permettent donc de faire monter ce nombre d'unités amies détruites. Parce que c'est 5 PV, save à 5, ward à 5, ça crève assez facilement quand même. Et si ça crève pas, bah, ça emmerde le mec en face. Parce que tu vas aller prendre les flancs, enfin, tu vas essayer de flanquer son armée avec ça. Ça va aller chercher ces petites unités qui sont difficilement protégeables. Ça va pas aller chercher les gros packs. Mais ça va l'emmerder. Et s'il les laisse faire, ça va le faire chier. S'il les tue, ça te fait monter tes trucs et il meurt assez facilement. Ça représente quand même pour 4 unités 440 points. C'est beaucoup. Si tu les joues, tu dis adieu à ton nombre de pauses bas. Oui. Donc, ce sera à toi qui choisiras. Je pense qu'ils sont encore un petit peu chers pour mettre en place ce combo. Mais en fait, je pense que tu as peut-être besoin de ce combo. En fait, moi, avec ce combo-là, j'ai réussi à one-shot des Vanguard par 6 en marque de Nurgle. En fait, sinon, tu risques de pas avoir les dégâts pour taper les gros trucs. C'est ça, complètement. Et du coup, en fait, tu te fais pas respecter par l'adversaire dans ces cas. Je suis d'accord avec toi. Parce que si le mec va tout droit dans ton gros château et qu'il arrache tout, bah en fait, t'es pas vraiment un château, quoi. Non. Donc voilà. Donc il y a ces héros-là. Je pense que le Rune Phaser est intéressant à pied. Et intéressant si tu joues d'un build de petits héros, parce que du coup, il te donne entièrement à 12 plus un dossier. Et donc ça, c'est quand même vachement bien quand tu multiplies les petites unités. Parce que du coup, t'es dans la bonne sous-faction, tes héros Facelers seront déjà au C5, au round 1, ils seront au C6, et donc ça va augmenter. Donc ça peut être vraiment intéressant, ils tabassent pas mal, et je pense dans ces builds-là, tu joues une unité d'infanterie, classique, pour permettre d'avoir gardé de héros, donc ça veut dire qu'ils puissent pas se faire tirer dessus. Et en plus, du coup, tu choisis en garde d'honneur pour que parce que c'est ça, parce que lui il est War Master, donc forcément ce sera ton général, donc il y aura moins d'une attaque, et en plus il gagnera une ward à 4 grâce à son autre règle de retenue, ouais. Donc voilà, ça c'est peut-être une synergie intéressante à jouer. Très bien. Ensuite, les autres ont un peu moins d'intérêt, notamment le porte-étendard qui va vous permettre de faire du rallye avec 3D de plus, parce que malheureusement, vu que vous avez 2 par modèle, c'est pas assez fort 9D pour faire du rallye. Son autre effet, quand dans la sous-faction des héros, il n'a pas d'intérêt. Voilà, il fait doublon. Et le Runeson, Runeson, c'est un mauvais héros. Le seul truc qui est bien, c'est que quand il charge, il donne plus un charge entièrement à 18. Mais il faut qu'il ait chargé. Il faut qu'il réussisse à charge. Mais du coup, tu peux avoir quoi plus 2, plus 3 de charge à terme. Ça peut être pas mal. Ah, mais c'est 130 points, ça va être compliqué. Hein. Mais il fait rien. Il fait rien. Il tape pas. Et... Voilà, et Doomseeker, c'est, je trouve, pas un plan de jeu. Alors, Andrea m'a dit, et je cite,
La prière pour faire taper 2 fois les petits héros, c'est extrêmement fort sur eux. Moi, je trouve que c'est pas un plan de jeu parce que c'est un petit héros qui a 5 PV, save à 6. Il devient dégâts, au lieu d'être dégâts 2, il devient dégâts 4 s'il a pris 2 PV. Et il est en +1/+1 contre une unité qu'il a désignée à la phase de déploiement. Le problème, c'est que je pense qu'il y a personne qui te laisse qui te fait 2 PV sans te tuer. Et que si tu choisis quelqu'un à aller chasser, le mec t'inquiète qu'il a largement le mouvement pour ne pas être attrapé par ton petit héros. Mais bon, peut-être que je rate un truc. Très bien, très bien. Et le Grim Hall Exile, il est très très marrant quand vous allez jouer contre des unités qui ont énormément de points de vie, parce que sur un 4+, vous mettez autant de blessures mortelles qu'il y a de points de vie, dans l'idée. Le souci, c'est que c'est un event page une fois par partie. Mais c'est une fois par partie, mais pas par armée. Donc si tu en joues plusieurs, tu peux. Tout à fait. Mais ça a 150 points. Mais c'est 150 points. Ouais. C'est ça le problème. Parce que son chef qui permet de relancer les charges, c'est cool. Hein. Il lance 3 charges entièrement à 12, ça c'est vraiment très très bien. Et il tape relativement bien aussi, hein. Faut pas déconner. Mais il coûte 150 points, c'est trop cher. Exactement. Alors maintenant qu'on a vu tous les héros, on va pouvoir voir les unités. Donc il n'y en a pas 100 000. Vous avez double kit Berserker avec Blade Sling Shielder, donc c'est les fléchettes, ou les modèles avec double arme. Et ensuite, on a les Earthguard qui sont les archers. Les tireurs. Ensuite, la bande Warcry, les Earthguard avec fléau qui ont des boucliers mortels, et les autres avec arme de main. 120, 140, 160, 130, 140, 150, c'est à peu près tout dans le même palier. Qu'est-ce qui va les différencier selon toi? Qu'est-ce qu'on va préférer jouer par rapport à ce peu d'unités qu'on a? Alors, je pense qu'en cordon, tu vas vouloir jouer la bande Warcry. La bande Warcry est statistiquement la meilleure des unités. Le problème, c'est que tu peux pas la renforcer. Non. Et qu'elle a légèrement moins de PV. Mais ça tape mieux et ça a surtout un effet extrêmement fort où tu prends un monstre et tu lui mets moins des 3 dégâts sur ses attaques de compagnons. Donc ça, c'est sûr. Si tu as multi-profil, c'est sur toutes tes attaques de compagnons. Il y a, je trouve, au moins un gros héros avec monstre ou avec des attaques de compagnons dans chaque armée. Genre, si tu as Archaon qui essaie de débouler sur toi T1, bah, du coup, tu lui mets moins D3. Pardon, pas moins 3, moins D3. Et ça peut être le drame, quoi. Et c'est en save à 5, donc c'est ta meilleure save d'infanterie. Donc, tu peux les mettre en ward à 5, tu peux crit la rune pour être en ward à 4, tu peux, si c'est dans ton territoire, t'es en save à 3. Ça commence à être tanky. Ouais. Moins un bless, c'est de ça. Voilà. Heureusement, tu peux pas les renforcer. Sinon, ça aurait été un peu con. Sinon, tu n'aurais joué que ça. Mais c'est intéressant. C'est la plus chère, mais c'est intéressant. Ensuite, on met pas d'autres à côté. Alors, les tireurs, moi, je les trouve intéressants aussi. Ils sont assez chers, je trouve. C'est que par 5. C'est qui est un peu chiant. Mais ils commencent à avoir des tirs qui font du dégât. Au début, on réfléchit à les mettre avec le prêtre qui te fait FEP pour, même si tu rates ta charge, au moins ils sont utiles. Le problème de ça, c'est que le mec peut te redeploy et donc du coup te mettre vachement dans le vent. Donc moi je les trouve plus forts quand tu les mets au centre de ton château qui te protège un peu et ça peut être par exemple extrêmement utile si tu dois tirer sur des manifestations. Pas parce qu'ils ont des bonus, mais parce que en fait parfois t'as juste pas envie de charger une manifestation. Et donc ça peut être pas mal. Je trouve que ils sont plus forts que jamais. Ils sont pas encore au top, je trouve, mais ils sont intéressants. En fait, ils ont le problème, vu qu'ils jouent que par 5, d'avoir que 2 attaques. Ils auraient dû avoir 3 attaques, comme les Bow Snake en Daughter of Cain, ces unités qui sont par 5, tu vois. Parce que après, ils sont dégagés 3, c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas voulu le faire. C'est possible. Ça aussi. Mais donc, du coup, ça fait pas tant de dégâts que ça. Ça peut spike assez haut, mais globalement, c'est une bonne unité de tir, je trouve. Oui, c'est intéressant. Et tu n'auras pas une Death Star. Ah non, jamais. De toute façon, t'as pas de synergie pour ça. En Slayer, pour le tir. Mais bon, c'est une bonne unité de tir d'appoint. Et après, en fait, toutes les unités, donc les Vulkits et les Berserkers, sont intéressantes. Les Vulkits, donc, avec bouclier, c'est ceux que tu veux jouer dans la sous-faction où tu as plus un save, parce que quand même, ça, tu peux en donner un truc vraiment très tanky. Gultar pense que c'est l'unité que tu veux spammer en gros pack, parce qu'en fait,
Certes, ça n'a pas d'attaque quand tu charges, mais d'un autre côté, je le comprends. Souvent, en Fire Slayer, tu te fais charger plus que tu ne charges. Donc, en fait, le bonus, plus une attaque quand tu charges des doubles haches, tu le gagnes assez peu souvent. Et en fait, il me dit que le fait de survivre plus fait qu'en fait, tu gagnes relativement plus d'attaques sur la durée de la partie. Alors, en tout cas, tu en perds moins, donc relativement, tu en as plus. Voilà, ça fait des petites BM en plus quand t'as un mec qui meurt, donc c'est du dégât en plus, on va dire. C'est légèrement plus cher. Moi, je préfère jouer beaucoup plus de Vulkit à double H plutôt que de jouer moins de Vulkit en shield. Mais je suis encore en train de tester Fire Slayer. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre. En tout cas, les deux unités se justifient. Tu peux faire un mix des deux en plus. C'est pas forcément un problème. Pour ce qui est des Berserkers, du coup, il y en a une qui a crit mortal mais qui ne peut pas gagner d'attaque, et l'autre qui a pas crit mortal mais qui peut gagner plus d'une attaque quand tu as un héros endommagé à côté. Alors malheureusement, tu n'as pas de moyen de te faire toi-même des propres dégâts. Donc tu es un peu tributaire de te faire un 1 sur un lieu de pouvoir ou ce genre de choses. Mais en fait, le tour où tu vas avoir crit mortal, l'effet de l'autre, tu vas pas forcément, ça va être perdu. Et avoir plus d'attaques, ça peut être vraiment le truc qui fait que ça arrache tout, quoi. Donc voilà, c'est un choix. Sur les très grosses saves, forcément, les berserkers qui font des crits mortals sont plus intéressants. Voilà. Dans tous les cas, ça donne une Ward A5 à tes héros d'infanterie en permanence. Oui, et eux aussi gagnent Ward A5. Donc ils deviennent eux aussi plus intéressants. Les deux, entre guillemets, pour leur passif de Ward A5 à côté des héros est très bien. C'est vrai qu'à côté d'un héros blessé, on va peut-être... c'est compliqué à faire. Voilà, en fait, on se dit, ouais, je vais jouer un Magmadrot, sauf qu'en fait, c'est que la Ward A5, c'est que sur les infanteries, et donc, un Magmadrot, ok, mais en fait, c'est pas celui avant. Je pense, le Magmadrot, c'est intéressant de les jouer avec ceux qui n'ont pas les BM, parce que le Magmadrot, tu veux l'envoyer au corps à corps, tu veux l'envoyer au combat, donc il va se prendre des dégâts, donc ils vont gagner des attaques. Avec des petits héros en save à 5 et 5 PV, c'est plus tendu. Hein, quand même. Exactement. Après, ils ont un très beau profil pour 120 points, 2 attaques, 3-3 moins 1-2. C'est vraiment sexy, quoi. Les autres... Alors, ça joue par 5 encore, aussi. Voilà, les autres sont en crit mortal pour le même profil, mais le défaut, en effet, comme tu le dis, c'est qu'ils sont jouables que par 5, et c'est peut-être là où on aurait aimé avoir, je sais pas, une sous-faction qui dit que tu peux renforcer. Ouais, je sais pas. Avant, en V3, tu les jouais par 15, quoi, ou 15 et 10, je crois. Donc, c'est que vraiment, tu avais envie de beaucoup de body. Là, tu es un peu limité, mais c'est un peu sale avec 4. Donc, du coup, donc, je sais pas. Moi, je me dis que plus les Vulkits, comme tu les joues par 10, donc tu peux les jouer par 20. S'ils chargent, ça fait 60 attaques. Et en fait, c'est ça que tu dis, en gros. 60 attaques quand on y passe dégâts 2 avec le bonus du Flamekeeper, c'est quand même super sexy, quoi. Ouais, mais c'est une construction très forte. C'est un peu complexe. Mais c'est faisable quand même avec les Berserkers. Tu te dis que en fait, c'est que tu peux jouer en premier ou en deuxième en Fire Slayer, parce qu'en premier tu te fous sur les objectifs, et en deuxième tu peux prendre la course et charge pour essayer de choper le mec dès le début. Et donc en fait tu peux jouer un peu de tout en Fire Slayer. Toutes tes constructions de liste sont viables en termes d'infanterie. Hein. Je suis pas trop chaud pour les Magmadrots, mais du coup que ce soit avec ou sans le bonus du Flamekeeper, tu as un game plan en fait. Il sera légèrement différent, parce que tu vas prendre un peu plus de Grimras Berserker si tu prends le Flamekeeper, et je pense que tu vas jouer un peu plus de gros packs d'infanterie si tu le prends pas. Ouais, c'est intéressant. Hein. C'est une armée qui est pas facile à l'usage, parce qu'il y a plein de combos à faire. Il y a plein de bulles et tu bouges de 4, quoi. Voilà, exactement. Après, quand vous avez la bonne maîtrise de l'armée, c'est compliqué, parce que votre adversaire sait qu'il ne peut pas vous charger, sinon il va se retrouver à frapper en premier. Toi, tu as tes prières, avec tes debuffs, tu vas invoquer ta colonne de feu, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Donc,
Et voilà. Le seul défaut de Fire Slayer, comme tu as dit, c'est le mouvement et du coup les scénarios qui vont avec, parce que quand tu as des objectifs longs à aller chercher, c'est difficile. Et aussi, en fait, le problème que le mouvement importe, c'est que vraiment tu vas dans une direction, et si tu t'es trompé de direction, c'est foutu. Tu peux pas changer le cap, en fait, de ton navire. C'est trop tard. Donc voilà, ça demande c'est une armée d'expérience, vraiment. Tout à fait. Est-ce que tu as une construction de liste particulière sur laquelle tu t'entraînes dernièrement, quelque chose comme ça, ou tu penses que tout peut se rentrer, entre guillemets? Alors, je pense que tout peut à peu près se rentrer. Moi, pour l'instant, j'avais essayé des listes avec le Magmadrot, le Runephaser sur Magmadrot, et le mec qui fait la FEP et le Runemaster. C'est en gros tes 3 gros héros. Le problème, c'est que ton Magmadrot, il est un peu fragile, mais en fait, ces 3 héros sont très très bien. Je pense que le Magmadrot devrait être un peu moins cher, mais après, derrière, tu mets 1 ou 2 packs de 10 Berserkers. Le reste, tu le spams en Vulkit et tu gardes la place pour un cordon de la bande Warcry. Si jamais tu as un monstre, c'est ça que tu mets devant. Et après, sinon, c'est je vais tout droit et on verra bien. Hein, tu vois. Le problème pour l'instant des listes en 3 pauses que j'ai fait, c'est que la plupart du temps, on me faisait commencer. Et du coup, en tactique, tu n'as que prendre le centre qui est à peu près viable. Mais du coup, il faut que tu réussisses tes courses. Sinon, tu es trop loin du centre à chaque fois. Donc, tu ne peux pas valider cette tactique. Si jamais tu fais une course à 1, tu ne peux pas foutre 2 unités. Donc, il faut s'exposer un peu, parce que tu n'as pas trop envie de faire. Donc, ça, c'est compliqué. C'est vraiment... ça s'apprend. Mais globalement, vous mettez un Runemaster, un Runesplitter pour la FEP, et si vous voulez un Runephaser sur Magmadrot, ça, c'est vos 3 héros. Et après, vous mettez des packs d'infanterie. Quoi. Un pack de Rigger's Guard, moi je l'avais utilisé. Tu le mets en plein milieu de ton dispositif et du coup, il peut tirer longtemps. Je pense que c'est une unité qu'il ne faut pas trop exposer parce que son intérêt vient vraiment de son dégât sur la durée. Et voilà. Ok, intéressant. Et surtout, en fait, c'est pas la composition de l'armée Fire Slayer qui est importante, c'est arriver à utiliser tes aptitudes au bon moment. Tes runes, principalement. Oui, c'est que moi j'ai ressenti en jouant contre Fire Slayer, c'est que tu as très peu d'unités et les héros sont très vite designés, donc tu vas te retrouver avec des constructions de listes qui sont plus ou moins similaires à un pack de 5, un pack de 10, tu vois. Mais l'importance du Fire Slayer, en effet, c'est la gestion des ressources à un moment donné. Tu n'as pas de plan de jeu écrit en mode je suis Nighttone, T1, je fais courir toute mon armée, je te rentre dedans, ou genre de choses là, tu vois. Tu es obligé de t'adapter à chaque situation, et c'est ce qui fait aussi, je pense, le sel de cette armée, ce qui fait qu'on aime jouer Perséa. Tout à fait. Et alors, par contre, le problème, c'est que actuellement, tu n'as pas de magicien. Mais si tu peux prendre, je crois, la bande de Stormcast qui donne un magicien, je crois. Mais donc, du coup, tu ne peux pas jouer au jeu des manifestations comme tout le monde actuellement. Mais il faudra voir une fois que ça se sera un peu réajusté, comment tu te positionnes. Oui, parce que si vous avez le temps, vous pouvez regarder les régiments de renom, et dans les régiments de renom, vous pouvez aller chercher la bande de Black Talon. C'est la héroïne Stormcast qui, elle, est accompagnée en fait de 2 unités, une unité de Stormcast et un sorcier Idoneth Deep King. Et du coup, ce sorcier est sorcier de niveau 1, donc ça peut vous permettre de faire des dissipations à la phase de magie adverse déjà. Et si vous le souhaitez, d'aller chercher les sorts persistants génériques, car ce sont que des sorts de magie et pas des sorts de prière. Et un petit peu dommage pour certaines armées qui ont des prêtres. Et par exemple, on aurait peut-être aimé que dans le Morbid Conjuration ou genre de choses-là, genre le Purple Sun, ça soit une prière ou un truc comme ça, tu vois, ça permettrait de rééquilibrer les trucs. Donc, vous pouvez aller chercher ce personnage-là, mais par contre, Black Talon est très fort, ils sont très forts et tout. Hein. Ça vous ne perdez pas beaucoup en points. Je crois que c'est un bon régiment. C'est un bon régiment de renom. En général, tous les régiments de renom sont plutôt bons. Cependant, ça vous fait qu'il y a un sorcier de niveau 1 et du coup, vous perdez vos prières. Donc, oui, vous priez vos prières persistantes qui sont des manifestations.
Je suis pas sûr que ce soit intéressant. Mm. Mais peut-être si c'était tu joues avec un Rune Master, un Rune Smither, peut-être que tu as juste envie de prendre Crown Spine et tu peux le faire. Et ça peut être. Pas de bonus, hein, c'est le problème. Non, t'as pas de bonus. Mais pourquoi pas? Oui, complètement. Du coup, voilà, vous avez comme ça l'entièreté des choses. N'hésitez pas à regarder en effet les régiments de renom. Ça peut vous donner des opportunités. Je pense pas qu'en Fire Slayer, on aille chercher un géant. Je pense pas qu'en Fire Slayer... J'avais essayé le régiment Sylvanette, parce qu'il peut se TP un peu partout, et en tout cas, il bouge de 12. Il y a 2 unités de 12 qui bougent de 12, et en fait, le problème, c'est que c'est un peu cher pour ce que c'est, mais effectivement, en termes de tactique, tu te sens plus à l'aise. Oui, complètement. Le régiment de renom, vous pouvez peut-être aller chercher en Fire Slayer qui est assez fort et qui a sûrement être nerf, c'est Calicento, parce que Calicento, en fait, c'est 2 unités, donc les 2 héros, Calicento et ses compagnons, qui sont en fait dans le déploiement. Ils arrivent où ils veulent sur le champ de bataille à 9, donc vous pouvez potentiellement, si vous souhaitez une tactique de bataille, les faire popper à un endroit pour pouvoir commencer à faire des tactiques de bataille, mais le problème, c'est que ça commence à être très cher de prendre un régiment de renom à autour de 260 points juste pour faire une tactique de bataille. Mais en tout cas, n'hésitez pas à regarder à ce niveau-là, ça peut être intéressant. Voilà, bah écoutez, en tout cas, j'espère que cette revue vous a plu, vous les Fire Slayer. On souhaite en tout cas que sur la V4, des nouvelles unités viennent augmenter la valeur du VT, car c'est une belle armée qui manque un petit peu d'entrée. Ouais, c'est vrai. Puis bon, par contre, je suis assez surpris. Je pensais que le gameplay serait un peu monotone, et non, il y a vraiment des choses à travailler. Et ben, c'est agréable pour les personnes qui jouent Fire Slayer. Tout à fait. Merci à vous d'être resté jusque-là, et puis en tout cas, à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Salut.